Oh, schön, dass Sie da sind. Hallo. Hallo. Nicht gelesen, ne? Ja, es ist Kulturtechnik. Ja, ja. Schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Freut mich wirklich. Sie haben gleich das Wort. Ich stelle Sie heute nicht vor. Danke. Also, ich werde heute auf Französisch sprechen. Bonjour à tous et toutes. Je suis très heureux d'avoir l'occasion de vous présenter aujourd'hui une étude à la croisée de l'histoire militaire, de la mémoire et de la recherche sur la Shoah, que j'ai intitulée donc Les prisonniers de guerre juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Ich lasse Ihnen vielleicht ein bisschen Zeit, damit Sie auch die Kopfhörer auflegen. Ich dachte, ihr könnt alle Französisch. So, 20 Minuten. Ja. Ce travail donc s'inscrit dans le prolongement de mes recherches sur la captivité française dans le Reich. J'ai d'ailleurs fait mon doctorat sur cette question. Et plus particulièrement, j'ai travaillé sur un cas singulier ces derniers temps. C'est le détachement de travail des tourbières de Quickborn, c'est près de Hambourg. Alors j'aimerais d'abord revenir sur le contexte général de la captivité, puis ensuite rentrer particulièrement sur la question des prisonniers de guerre juifs. L'identité juive, comment elle a été ressentie par les prisonniers eux-mêmes, je crois que c'est une question très importante. Les familles restées en France, quels ont été leurs traitements, comment ils ont été gérés, parce que c'est une question importante aussi. Une question encore, la captivité des Juifs est quelque chose qui est resté totalement dans l'angle mort de l'historiographie. Évidemment, surtout la politique française cherchait une mémoire héroïque, et les captifs de la Seconde Guerre mondiale sont tout sauf des héros. Ensuite, j'ai fait une comparaison avec les prisonniers de guerre soviétiques, juifs. Je rentrerai particulièrement sur l'étude de Quickborn. Également une question que je me suis posée lors de mon doctorat. Est-ce qu'on peut utiliser le terme travail forcé, Zwangsarbeit, pour toutes les catégories de victimes de la Seconde Guerre mondiale? Vous verrez que j'ai une position assez claire là-dessus. Je vais revenir également sur les prisonniers de guerre juifs, cette fois-ci alsaciens, double, j'allais dire, punition. Et enfin, revenir sur un paradoxe, parce que pour les Juifs, dans la Seconde Guerre mondiale, prisonniers de guerre, on peut parler d'un réel paradoxe. Alors, je commence donc par le contexte général. Donc, lorsque la France déclare la guerre à l'Allemagne le 3 septembre 1939, ce sont donc 5 millions d'hommes qui sont mobilisés. Après la drôle de guerre, la bataille de France éclate le 10 mai 1940 et se conclut en quelques semaines par l'armistice du 22 juin et surtout le vote des pleins pouvoirs au maréchal Pétain. La question du maréchal Pétain, je ne peux pas y rentrer dans le détail, mais elle est importante parce que le maréchal Pétain a une relation très particulière avec les prisonniers de guerre. En un temps très court, ce sont 1 800 000 soldats français qui sont faits prisonniers et transférés vers le Reich. C'est impressionnant. C'est une quantité ingérable au départ par la Wehrmacht, et c'est pour ça qu'elle fera le choix d'en laisser une partie en France, dans des fronts stalags, et de n'envoyer qu'une première partie vers les stalags pour remplir les besoins et aussi le temps de vider de nouveau les stalags, parce que pour l'instant, ce sont les Polonais qui occupent ces camps de prisonniers.
Faute d'infrastructures suffisantes, donc, beaucoup sont d'abord retenus dans les Frontstalags. Ce sont donc des camps situés sur le territoire français occupé, avant d'être acheminés en général entre janvier et avril 1941, donc vers les Stalags, Stammlager ou les Hoflag, Offizierlager. Pendant cette attente, ils ne restent pas inactifs, ils sont utilisés évidemment, ils participent à des travaux agricoles, à la remise en état des infrastructures ou aux récoltes. Alors ce qui est assez surprenant, c'est que peu d'entre eux tentent de s'évader, le nombre d'évasions est très faible, parce que beaucoup croient contribuer au redressement du pays après la défaite. La deuxième chose aussi, c'est qu'ils sont persuadés que Pétain va signer un accord avec Hitler et que tous vont rentrer à la maison. Donc ils ne s'inquiètent pas à ce moment-là de savoir est-ce qu'ils vont rentrer. Ils sont persuadés qu'ils vont rentrer. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart qui sont restés en France pensent qu'ils sont restés en France à cause de ça. Ils ne peuvent pas s'imaginer que c'est un problème d'organisation et qu'on va les envoyer encore au mois de janvier ou au mois de février 1941. Ici, une carte de l'organisation donc des camps principaux en Allemagne qui vont donc accueillir ces 1 800 000 prisonniers de guerre français. Alors, petite incursion, désolé pour la traductrice, mais j'espère que ça ira. Parmi les 1 800 000 prisonniers de guerre français, ils seront inscrits dans les listes des stalags, mais ne vont pas forcément y aller physiquement. C'est juste un rattachement administratif. Parfois, les prisonniers de guerre sont envoyés directement en Arbeitskommando sans passer par le stalag. C'est important aussi, parce que très souvent, les familles de prisonniers nous disent « Ah, mon père était au stalag 13, est-ce que vous avez des photos du stalag 13 ?» Ça ne sert à rien de chercher une trace physique dans le stalag, parce qu'il n'y a peut-être jamais été. Et ça, c'est important aussi. Les prisonniers de guerre juifs, évidemment, sont une minorité, mais une minorité protégée par leur uniforme. Alors, ça va vous paraître bizarre. Alors, c'est assez paradoxal parce que quand je dis ça en France, ça choque moins que quand je le dis en Allemagne. Dire que les Juifs ont été protégés dans l'Allemagne nazie, ça paraît totalement absurde. Or, c'est effectivement ce qu'il va se passer. Il y a parmi ces 1 800 000 soldats français, 86 000 soldats de confession juive. Et seulement entre 10 et 15 000 vont se retrouver effectivement en captivité en Allemagne. Donc vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'ils en ont fait les autres? Eh bien, ils les ont libérés. Et là, vous êtes en train de vous poser la question, pourquoi les ont-ils libérés? Évidemment, pour mieux les déporter. Parce qu'on peut les déporter de France très facilement. Les déporter en tant que soldats français, ça va être compliqué, vous allez voir pourquoi. Et c'est donc là que réside un paradoxe majeur, leur uniforme français et donc leur statut militaire leur a offert une protection. La Convention de Genève de 1929 sur les prisonniers de guerre et que l'Allemagne nazie va respecter globalement jusqu'en 1943 par rapport à ces prisonniers de guerre, évidemment, leur évite le sort tragique des Juifs civils déportés depuis la France. Le rabbin Ernest Guggenheim, qui était dans ce fameux camp de Quickborn dont je vous parlais, a témoigné dans les années 60 en disant « Nous ne nous sommes rendus compte, bien que plus tard, qu'en fait, nous étions plus en sécurité à l'intérieur même du Reich. » Quand même assez incroyable. Vous avez ici, par exemple, eine Personalkarte, une carte personnelle d'un prisonnier de guerre juif. Beaucoup d'Allemands, lorsque je leur parle de ça, me disent « Oui, mais ils ont caché leur judéité. » Comment voulez-vous cacher votre judéité quand vous vous appelez Lévi ou Cohen ou je ne sais quel autre nom que portaient la plupart de ces prisonniers de guerre français et particulièrement alsaciens. Déjà, rien que le nom
ça permettait aux Allemands très facilement de repérer les Juifs. Et vous voyez sur la carte, c'est écrit en rouge, Religion israélite, Jude. On a les prisonniers de guerre français, lorsqu'ils arrivent en captivité, n'ont aucun problème à indiquer leur religion. Ils ne savent pas, en 1940, à ce moment-là, que le fait d'être juif peut être un danger. Donc, ils le déclarent tout à fait ouvertement. Et ils sont bien reconnus comme juifs. Et là, vous êtes en train de vous dire, donc, ils ont été séparés des autres. Eh bien là encore, non. Pour la plupart, ils sont restés avec leurs camarades d'autres religions. On ne les a pas séparés. Il existe des exceptions, évidemment. Le camp de Quickborn en est une. C'est un camp réservé aux Juifs, mais vous verrez tout à l'heure qu'ils n'ont subi aucune autre forme de ségrégation, même s'ils ont été rassemblés. L'identité juive dans tout ça. Est-ce que ces Juifs, parmi cette armée française, se considéraient comme Juifs? Ou est-ce qu'ils se considéraient d'abord comme Français? C'est une question importante. Quelle est la place de la religion dans l'identité qu'on veut se donner? Eh bien, il y a très récemment une chercheuse de l'université de Tel Aviv qui s'appelle Galit Haddad, qui a fait une étude en 2016, donc c'est une étude relativement récente, qui a mis en lumière l'expérience particulière de ces hommes. Et elle dit que la captivité tend à créer une égalité entre les prisonniers. Tous les prisonniers sont égaux. On parle souvent dans l'historiographie française d'un statut des prisonniers de guerre à égalité, qu'on soit chef d'entreprise, qu'on soit maire, qu'on soit quel que soit, ou qu'on soit un simple ouvrier, lorsqu'on était prisonnier de guerre, on était tous à égalité. On était tous dans la même galère. Et ça, c'est important. Les soldats juifs, eh bien, eux, paradoxalement, encore une fois, c'est lors de cette captivité qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, ils n'étaient pas de simples prisonniers de guerre français, mais qu'ils avaient cette identité israélite. Et beaucoup de Juifs, pendant leur captivité, ont retrouvé cette identité israélite. Se sont rendus compte qu'en fait, au sein de la communauté française, ils étaient Juifs. Beaucoup l'avaient oublié. Beaucoup pensaient qu'ils étaient tout simplement français. Et évidemment, c'est aussi la différence de traitement entre eux, prisonniers, qui leur a fait revoir qu'ils étaient juifs. Parce qu'il ne faut pas rêver, les Français sont antisémites, tout autant que les Allemands, à cette époque-là. Et ça, on a un peu tendance à l'oublier. L'antisémitisme, il existe tout autant en France. Pétain l'a bien montré. C'est intéressant ici, c'est pareil. Donc là, je vous ai sorti une liste d'un stalag. Ça, c'est la liste des prisonniers quand ils sont inscrits au moment de leur arrivée dans le camp. Eh bien, vous le voyez, il n'y a aucune tentative de chercher à cacher quoi que ce soit. On voit bien les noms, hein, Guggenheim. Donc là, vous avez Guggenheim Ernest, le rabbin, dont je vous parlais tout à l'heure. Vous avez Lévi Marcel, Michel Ernest, Geisman Henri. Enfin voilà, là, vous n'avez aucun doute que ce sont des juifs. En plus, ils sont sur la même liste, donc ça veut bien dire qu'on les a identifiés comme juifs et on les a inscrits tous comme juifs sur cette liste. Et surtout, ce qui est intéressant, et ça, je vais y revenir plus tard, c'est que vous avez ici dans cette, dans cette case-là, les adresses des familles réfugiées en France. Ça veut dire que si les nazis veulent les chercher, là, les familles, ils n'ont aucun problème. On leur donne exactement le lieu où ils sont. Et ce n'est pas en Alsace pour la plupart. Ici, eux, ils sont encore à Colmar, ils déclarent encore Colmar, bien qu'ils n'y sont plus, hein, en 1940, ça c'est une certitude. Wagner a fait le ménage, hein, das Elsass ist judenfrei. Mais par exemple, là, Geismar, ils sont à Gérardmer. Gérardmer, c'est le lieu où ils ont fui, où ils sont cachés.
Et le prisonnier de guerre va déclarer aux autorités militaires où sa famille est cachée. Et en fait, qu'est-ce qu'il se passera? Strictement rien. Les familles des prisonniers de guerre ne sont pas touchées, mais j'y reviendrai tout de suite derrière. Donc les fameuses familles restées en France. Ils sont donc dans une situation entre isolement, parce qu'il faut se cacher, et bien sûr une quête de survie. Là encore, très récemment, aussi en 2016, la même année, vous voyez que c'est très tardif ces questions, ces recherches sur les prisonniers de guerre juifs. Donc une chercheuse qui s'appelle Janine Deury, avec qui je travaille justement sur Quickborn, elle a soutenu sa thèse à Bremen en 2016. Et elle s'est intéressée particulièrement à la situation des épouses et des enfants de prisonniers de guerre juifs français. Elle montre que ces familles ont connu un destin à part, elles aussi. Certaines femmes ont été mises au travail en France. D'autres ont été internées à Drancy, Beaune-la-Rolande ou Pithiviers. Mais la plupart n'ont pas été déportés comme tous les autres juifs vers Auschwitz, mais vers Bergen-Belsen. Et Bergen-Belsen n'est pas un centre d'extermination. Bergen-Belsen retenait les otages, c'est-à-dire pas voués à la mort. Et donc, c'était des otages à échanger, et donc elle a donné des chiffres sur 168 femmes et 77 enfants français de prisonniers de guerre envoyés à Bergen-Belsen. Sur les 168 femmes, 154 sont revenues à la maison après-guerre. Et sur les 77 enfants, 73 sont revenus à la maison. Ça veut dire qu'ils étaient protégés eux aussi. Alors là, vous demandez pourquoi? Eh bien, évidemment, on ne veut pas que les prisonniers de guerre juifs français à l'intérieur du Reich comprennent ce qui arrive aux juifs en France. Évidemment. Donc, on ne va pas les déporter. On va les conserver et on va les garder à l'abri pour pas que ça arrive jusqu'aux oreilles de ces prisonniers de guerre. Ce taux exceptionnel s'explique pour plusieurs raisons. Il y a aussi l'action des maisons du prisonnier et le commissariat général aux questions juives en France, qui traite directement avec les autorités allemandes françaises. Ça veut dire que ça ne passe pas par l'Allemagne. Ça se règle directement en France, ces questions-là. Et ça a un impact aussi très important. Cette dimension m'a conduit donc au sein de l'association Stolperstein en France, que je préside maintenant depuis bientôt 10 ans, à poser en 2022 un pavé de mémoire que vous avez ici, devant la galerie d'art de Victor Peraya. J'ai posé ce pavé avec Victor Peraya lui-même. Il était là le jour où on a posé son pavé de mémoire. Et il me disait, c'est quand même incroyablement long d'attendre tant d'années. Il est décédé depuis, mais il est né, vous voyez, en 1933, et on a posé ça en 2022. Il avait 90 ans. Il a dit, j'ai quand même dû attendre 90 ans pour qu'on reconnaisse mon statut particulier dans cette histoire, parce que il n'a toujours été que considéré comme un simple prisonnier de guerre, comme un simple otage, pardon, pas comme un prisonnier de guerre, mais comme un otage. C'est un enfant de Bergen-Belsen. Il dit, je n'en étais pas moins déporté. Évidemment, je ne suis pas mort, excusez-moi, pardon. Mais j'ai aussi droit à avoir une place dans la mémoire. Et c'est important, effectivement, de traiter ces questions qui restent à la marge de la recherche. Et donc, j'en viens justement à cet angle mort de l'historiographie. Et c'est une autre collègue à moi, et vous voyez qu'on est maintenant nombreux à travailler sur la question, Delphine Richard, qui, elle, travaille cette fois-ci du côté français, parce que, évidemment, ce n'est pas qu'aux Allemands de travailler sur cette question. Nous aussi, les Français, nous avons à travailler là-dessus. Elle est donc historienne à l'Université de Lyon, et elle dit dans sa thèse, la captivité des prisonniers de guerre juifs reste définitivement un angle mort de la recherche. Il représente évidemment à peine 1% de l'ensemble des prisonniers français.
Et leurs parcours, en plus, sont difficiles à retracer. Les sources sont éparses, mêlées aux archives militaires générales et les témoignages souvent tardifs. Alors je vais vous raconter juste rapidement comment j'ai fait pour découvrir ces listes de prisonniers de guerre juifs. Eh bien, j'ai dû, par exemple pour le stalag 10A, il y a environ 40 000 listes. Eh bien, j'ai dû regarder les 40 000 listes. Évidemment, c'est pas marqué juif sur la liste. Et avec les noms, eh bien, me dire, ah ben ça, ok, c'est un nom juif. Ah tiens, ça c'est un prénom juif. Ça pourrait être des juifs. Et après, évidemment, chercher les familles, chercher des témoignages. C'est le seul moyen qu'on a. Donc c'est un travail effectivement laborieux, difficile pour un historien. Je le dis avec le sourire, mais beaucoup d'historiens vont plus dans les archives. Et ça, c'est un vrai problème. Pourtant, leurs histoires, elles interpellent, elles révèlent les contradictions du système nazi. Certains juifs ont survécu, non pas malgré l'appareil d'extermination, mais grâce à une règle administrative internationale que le Reich avait à ce moment-là choisi de respecter. Là aussi, souvent, on me demande, à partir de 1943, le statut des prisonniers de guerre français change. Les prisonniers de guerre français passent sous l'autorité de Himmler, plus de la Wehrmacht. Et là, on se dit, eh ben, c'en est terminé pour les juifs. Les prisonniers de guerre juifs, là, vont y passer. Eh bien, Himmler ne changera absolument rien. Himmler, en 1944, sait pertinemment que la guerre est perdue. Il sait très bien qu'il sera jugé. Eh bien, de sauver des prisonniers de guerre juifs, ça pourra lui apporter, évidemment, du positif dans son jugement. Et c'est pour ça qu'il ne touchera pas aux juifs. Le contraste soviétique, très rapidement, 500 000 juifs soviétiques sont prisonniers de guerre. Parmi ces 500 000 juifs soviétiques, 200 000 sont morts. On n'est pas du tout dans la même proportion qu'avec les Français. Mais, là encore, j'aimerais modérer. Pour les nazis, le simple fait d'être russe suffit déjà à être exterminé. Il n'y a pas besoin d'être en plus juif. On ne peut pas dire que les prisonniers de guerre juifs russes ont été tués parce qu'ils sont juifs. Ils ont été tués parce qu'ils sont russes, tout simplement. Sur la totalité des prisonniers de guerre russes, je tiens quand même à rappeler le chiffre, 5,7 millions de prisonniers de guerre russes, 3,3 millions sont morts en captivité. Et pourquoi? Parce que la Russie n'a pas signé la Convention de Genève. Tout simplement. Je viens donc sur Quickborn, ce détachement exemplaire. Pourquoi exemplaire? Parce que ce sont 48 prisonniers de guerre juifs français qui ont été mis à part et mis au travail dans les tourbières. Alors leur quotidien est extrêmement rude, mais il l'est tout autant pour les travailleurs allemands qui travaillent dans les tourbières. Le travail de la tourbière est un travail forcément difficile. On ne les a pas mis là pour les punir. On a besoin de monde dans les tourbières, donc on les met là. Mais ce qui est important, c'est que sur ces 48 prisonniers de guerre français juifs de ce commando, eh bien, aucun n'est décédé. Ils sont tous rentrés vivants à la maison. Bien sûr qu'ils sont les victimes de la captivité française, bien sûr qu'ils ont eu des conditions terribles de captivité, mais ils n'ont pas été particulièrement maltraités parce que juifs. Et ça, c'est important. Et ce microcosme illustre parfaitement le paradoxe du système, une forme d'exploitation dure mais encadrée, dans laquelle la Convention de Genève reste strictement appliquée.
Ils ont le droit d'écrire à leur famille. Là encore, quand ils écrivent à leur famille, ils donnent l'adresse de leur famille en France. Et ils le font sans aucun complexe et ce n'aura aucune incidence sur les familles en France. Leur survie, pour moi, tient à plusieurs facteurs. Une administration militaire de la Wehrmacht qui est soucieuse d'ordre et de respect des conventions. C'est quelque chose qui est typique à Keitel. Keitel est connu pour ça. Il y a quand même derrière le Comité international de la Croix-Rouge. On pense souvent qu'il n'a servi à rien. C'est faux pour les prisonniers de guerre. Il a eu une incidence importante sur la captivité. Et l'absence d'intervention directe de la SS. La SS ne viendra jamais fourrer son nez dans les affaires de Keitel, pour ce qui concerne les prisonniers de guerre. Encore important. La question du travail forcé, rapidement. Alors ça, c'est une question que j'ai traitée dans ma thèse parce que ça, quelque chose qui me dérange. On utilise aujourd'hui en Allemagne systématiquement, pour toutes les catégories, le thème de Zwangsarbeiter. Or, et je tiens à le dire, et Ulrich Herbert de l'Université de Freiburg est tout à fait d'accord avec moi, il n'a jamais parlé de Zwangsarbeit, il parlait des Fremdarbeiter. Parce qu'il n'a jamais voulu parler des Zwangsarbeiter pour parler des prisonniers de guerre. On ne peut pas considérer les prisonniers de guerre comme étant des travailleurs forcés. Pour une raison tout à fait simple, elle est légale, cette question. Elle est réglée par la Convention de Genève. La question du travail des prisonniers de guerre est tout à fait légale. Si les Français avaient, après la Deuxième Guerre mondiale, des soldats allemands qui ont travaillé en France, on ne les a jamais considérés comme des travailleurs forcés, à aucun moment. Et d'ailleurs, leur statut, les prisonniers de guerre, n'ont jamais reçu de l'État allemand la moindre compensation pour leur travail en Allemagne. Parce que lorsqu'ils étaient travailleurs en Allemagne, ils étaient payés. Les prisonniers de guerre juifs, français, ont un bulletin de salaire. Ils ne sont donc pas des prisonniers de guerre, ils ne sont donc pas des Zwangsarbeiter. Et ça marche pour les prisonniers de guerre français, mais ça marche pour d'autres catégories aussi. En conclusion, j'aimerais encore venir juste sur les Alsaciens-Mosellans rapidement. Donc, pour eux, c'est encore plus complexe. Parce que eux, les prisonniers de guerre français, alsaciens, alors attention, là, il faut suivre, hein, français, alsaciens, non juifs, ne sont pas pris en captivité. On les renvoie en Alsace. Pourquoi on les renvoie en Alsace? Pour qu'ils soient incorporés de force. D'accord? Mais Wagner, évidemment, ne veut pas des juifs. Elsass muss Judenrein bleiben. Donc, les prisonniers de guerre juifs alsaciens vont rester en stalag. Et ça va leur éviter l'incorporation de force et la déportation. Et ça, c'est totalement paradoxal. Je vous présente quelques personnages importants, le rabbin Guggenheim. Et donc là, vous voyez tous leur date de décès. Ils sont tous morts après la guerre, 1977, 1967, 2003. Alors, regardez bien, et je m'arrêterai là. Je ne vais pas terminer mon détail comme là, mais je vais vous parler de lui vite fait. Robert Guggenheim. Regardez l'âge qu'il a. Il est mort à 106 ans. Et je l'ai rencontré. Et je vais terminer là-dessus. Il était en Allemagne, à Hambourg. Et il s'est évadé. Et je lui ai demandé, Monsieur Guggenheim, comment vous avez fait pour vous évader en tant que juif d'Allemagne, d'un stalag? Il m'a dit, Monsieur Verlet, vous allez voir, c'est incroyable. Je suis allé à la gare, j'ai pris un billet de train et je suis rentré à la maison.
Il était alsacien. Il parlait donc parfaitement l'allemand. C'est absolument pas écrit sur son front qu'il était juif. Il est rentré en Alsace. Évidemment, sa famille n'était plus là. Eh bien, il a rejoint la France libre et il a survécu en France. Et c'est le cas d'énormément de juifs français prisonniers de guerre. Ces survivants, comme ceux du détachement de Quickborn, rappellent qu'au cœur du chaos, l'individu et son statut peuvent faire basculer un destin collectif. Et que parfois, la survie tient à un détail, un uniforme, un tampon, un numéro de matricule. Ça ne tient pas à grand-chose. Merci beaucoup. Merci à vous. Gibt es Fragen auf diesen doch verwirrenden Vortrag? Verwirrend, weil er so viele Paradoxe offenlegt, die ich noch nie in Betracht gezogen hatte, aber spannend sind und eigentlich auch den Hinweis erlauben, dass es sozusagen noch ein altes Ordnungssystem unter dem neuen rassistisch-mörderischen System gab, das in Restanten im Westeuropa durchaus noch funktionierte. Aber Fragen? Nur eine Verständnisfrage. Also die französischen, elsässischen, nicht-jüdischen Kriegsgefangenen, die wurden bis zum Ende nicht zurückgeschickt. Also die nicht-jüdischen? Nee, die jüdischen. Nein, bis zum Ende nicht. Die wurden bis zum Ende in Deutschland, in Deutschland im Arbeitsdienst in ja, einer Form behalten. Ja. Okay. Wenn zum Beispiel, ich habe jetzt ein Beispiel, wir haben jüdische, französische Kriegsgefangene, die vor 1900 geboren sind, ja, die den Ersten Weltkrieg Veteranen haben. Ne? Und 1941 gibt Hitler der Erlass, die ehemaligen Kämpfer des Ersten Weltkrieges dürfen nach Hause. Die jüdischen Kriegsgefangenen, Franzosen, wurden befreit und dann von Vichy deportiert. Wären sie in Frankreich, in Deutschland geblieben, hätten sie überlebt. Mit Sicherheit. Und dafür habe ich Hinweise. Also ein dieser Kriegsgefangenen ist Ascoli zum Beispiel. Der ist im Panthéon, war ein Dichter, sehr berühmt. Und ihm ist das passiert so. Er wurde nach Paris zurückgeschickt als Veteran und dann von Vichy deportiert. Nach Auschwitz. Alors, vous avez vu, les Soviétiques la portent. Les Soviétiques, eux, doivent la porter. Mais il est interdit, dans la Convention de Genève, de marquer les prisonniers de guerre de façon que leur matricule. Ils n'ont le droit de porter que leur plaque matriculaire. Et donc, les Allemands respectent ça. Et on ne peut pas reconnaître un prisonnier de guerre juif entre les autres prisonniers de guerre français. Non, impossible. J'ai d'ailleurs une histoire. À Bamberg, un prisonnier de guerre juif, en 1944, le Leiter du Arbeitskommando vient le voir et lui dit « Toi, tu es juif, du bist Jude !» Et Lévi lui dit, il s'appelle Moïse Lévi. Il dit, ja, natürlich, ich bin Jude, ja. Et il dit, ja, und das ist nicht gut für dich. Et il dit, et c'est la seule fois où on m'a pris à part et on m'a invectivé parce que j'étais juif. Et c'est de la seule manière dont il a été invectivé. Et il est rentré, comme ses camarades, je dis pas en parfaite santé. Hein. La captivité, c'est pas un plaisir. Évidemment, c'est une épreuve aussi. Je n'essaye pas de minimiser la captivité, mais j'essaye de faire comprendre qu'il y a dans cette captivité, voilà, on a évidemment, tous les gens pensent que les prisonniers de guerre juifs ont été déportés, exterminés. Non, pas du tout. Voilà, ben, c'est pour ça qu'on est là, les historiens.
Nach diesem wirklich sehr spannenden Panel habe ich die Freude, sagen zu dürfen, es gibt Kaffee. Das Leben ist schön. Und da wir ein klein bisschen überzogen haben, das aber auf meine Kappe geht, weil ich habe nicht genug gedrängelt, kann ich ja nur sagen, es gibt eine Viertelstunde Kaffee, weil sonst müssten Sie den Scheiß auslöffeln, den ich nicht hingekriegt habe. Also insofern haben wir jetzt eine Viertelstunde Kaffeepause und dann machen wir weiter. Au cas où ça intéresse quelqu'un, j'ai apporté des livres. Donc j'ai le livre qui s'appelle Les déportés juifs de Mulhouse, sur tous les déportés juifs de Mulhouse. J'ai mon livre sur ma thèse, donc les prisonniers de guerre français, tout en français malheureusement. Un autre sur les Stolpersteine et mon dernier livre qui s'appelle La boîte en fer, qui est l'histoire d'un Alsacien qui est mon arrière-grand-père de la Première Guerre mondiale jusqu'à nos jours. Voilà, merci.